le Jean-Luc Mélenchon que je connais n'est pas antisémite. La France Insoumise n'est pas un mouvement antisémite. Ça, je serai très clair là-dessus. Voilà. On peut discuter de quelle manière il y a des propos qui manquent d'habileté, qui manquent d'empathie. Mais Jean-Luc Mélenchon, je le connais. On a beau avoir aujourd'hui cette rupture personnelle. Cet homme n'est pas antisémite. Ce n'est pas exempt. Ce n'est pas vrai. Et c'est pas bien de véhiculer cette idée. Ça sert bien souvent, vous savez quoi, à faire taire toute critique actuellement de ce que fait le gouvernement d'extrême droite israélien, qui pratique une politique que je vais qualifier d'épuration ethnique à Gaza. On a même Amnesty International qui parle et qui confirme. Non, mais c'est important. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a un antisémitisme de gauche? Marine Tondelier, elle a eu du mal, elle a dû s'y reprendre à 2 fois avant de le concéder. On voit ce qui arrive au député Jérôme Guedj. Je suis prof d'histoire, si c'est pour dire qu'il y a de l'antisémitisme à gauche, historiquement et sans doute à l'actuel, oui, il y avait des débats, vous savez, au siècle dernier, durant l'affaire Dreyfus. Ça, c'est une banalité. Il y a des gens, mais je veux dire, là, ce dont on parle de choses précises, pas est-ce qu'il y a... vous me demandez de me prononcer sur Jean-Luc Mélenchon, je vous dis que cet homme n'est pas antisémite, c'est un militant politique, républicain, et actuellement, ce que j'observe trop souvent, vous m'arrêtez comme si c'était secondaire, on a aujourd'hui une situation où, après le massacre terrible du 7 octobre et les attentats terroristes du Hamas, le massacre que l'on sait depuis, la réaction de gouvernements violents d'extrême droite est une situation qu'Amnesty International qualifie de génocide. 45 à 50 000 personnes, dont 20 000 enfants qui ont perdu la vie. Et moi, je soutiens tous ceux qui, en Cisjordanie, Palestine, j'ai souhaité même y aller, le gouvernement israélien me l'a interdit. Ou en Israël, je pense à mes amis de Standing Together, qui est un mouvement civique israélien qui organise des manifestations avec des portraits d'enfants de Gaza. C'est ça aujourd'hui. Et il y a trop souvent l'argument, vous le savez, que si vous faites entendre une critique vis-à-vis de ce massacre, on vous dit vous êtes antisémite. D'abord, vous savez, on a une plateforme téléphonique qui est le 3928, plateforme anti-discrimination. Et au moment des élections au mois de juin, on a eu un pic d'appel de plus de 50% de personnes victimes de propos, qu'ils soient racistes, homophobes, antisémites. Mais je voudrais rappeler que nous ne sommes pas compétents pour les propos, nous sommes compétents pour les discriminations. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui s'explique juridiquement sur une différence de traitement dans un des domaines prévus par la loi et dans un des critères. Et effectivement, mon inquiétude en ce moment, c'est de voir monter le critère origine et religion. On le voit à la fois dans les enquêtes qui sont menées. Je pense à l'enquête Théo, trajectoire et origine. Je pense aux enquêtes menées par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne qui observe que dans les enquêtes menées, 1 musulman sur 2 dit avoir été victime de discrimination dans les 5 dernières années. Donc on voit monter cette discrimination liée à la religion. Nous, on le voit aussi dans nos réclamations où on voit de plus en plus de situations. Et ce qui m'inquiète, c'est cette montée des discriminations. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sémantique, sauf que la ministre chargée des discriminations, elle entre dans ce débat, Aurore Bergé. Elle dit, moi, j'utilise pas le terme d'islamophobie parce qu'il est trop connoté, je préfère parler de haine anti-musulman. Mais moi, d'abord, je vous redis que je suis compétente pour les discriminations. Oui. Donc moi, le critère de la religion est un des critères de discrimination. Je vous ai parlé origine, femme, orientation sexuelle. La religion est un des critères de discrimination. Et donc, on y rentre, nous, par ce biais-là. Et je vous dis qu'on observe une augmentation. Et je vais vous dire, particulièrement pour les femmes voilées, où le critère, justement, de laïcité, les clauses de neutralité dans les entreprises sont parfois utilisées de façon excessive et empêchent l'accès à l'emploi de femmes voilées. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la montée des discriminations liées à la religion. Et dans ces cas-là, quand ces femmes-là vous appellent, vous faites quoi? Eh bien, alors, on part en enquête. Nous n'avons pas, vous savez, de pouvoir de contrainte. Nous ne sommes pas la justice. Nous sommes là en complément de la justice, mais nous avons de forts pouvoirs d'enquête. Et on essaye de comprendre pourquoi. On essaye qu'il y ait un dialogue aussi, parfois en médiation avec l'entreprise en question. Et puis, on peut faire des observations devant les tribunaux si la réclamante est allée devant les tribunaux. Mais moi, mon souci, c'est vraiment qu'on prenne conscience de l'ampleur des discriminations. Je voulais commencer par une chose que vous avez dit pendant les coulisses, avant que le lever de rideau n'ait lieu, à propos de mon invité que je viens de quitter à l'instant, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français. Vous disiez, mais comment c'est possible qu'il y ait encore un parti communiste? Ça vous surprend? Oui, et ça c'est peut-être le fait que je vis aux États-Unis depuis une dizaine d'années. Parce que cette étiquette aux États-Unis, c'est plus que le tabou. Enfin, ça relève de la fascination morbide, c'était l'ennemi juré. Et il est vrai qu'aujourd'hui, où le poids du Parti communiste français électoralement n'existe quasiment pas, ça me choque qu'on utilise encore cette étiquette. Qu'il n'y ait pas eu, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, un rebranding. Parce que moralement, se dire communiste aujourd'hui, c'est compliqué. Bah, ça vient avec un lourd passif. Mais lourd. Et ça, c'est aussi un Nord-Américain qui le dit.
Je pense qu'on peut être européen et constater le lourd passif du communisme. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont adhéré à l'idéologie sont coupables de ça. Mais est-ce qu'il y a, à un moment donné, nécessité de revoir la marque? Possiblement. Sinon qu'aux États-Unis, il y a encore un parti communiste. Est-ce qu'on pourrait se revendiquer marxiste sans que ça vous choque, par exemple? Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Exactement. Non, d'accord. On peut d'ailleurs, force est de constater que Marx, qui était un personnage assez insupportable en règle générale, a quand même eu des constats qui ont changé notre existence économique, politique, etc. On peut d'ailleurs, une de mes grandes icônes intellectuelles, Christopher Hitchens, se revendiquait trotskiyiste jusqu'à la fin de sa vie. Un homme tout à fait normal, brillant, etc. Un homme très bien. Mais se revendiquer communiste, c'est différent. C'est pas un lourd passé, mais c'est pas exactement ça. C'est simplement l'idéologie la plus meurtrière de notre histoire humaine. Quand je parle de passif, c'est un peu ça. C'est 100 millions de morts au XXe siècle. Mais vous imaginez alors avoir cette étiquette encore aujourd'hui? Enfin, ça, c'est une équation qui est quand même compliquée à résoudre.